Âgée de 55 ans, notre invitée est une femme politique qui a gravi presque tous les échelons dans l'administration et sur la scène politique ces 15 dernières années. Beaucoup d'Ivoiriens retiendront, entre autres faits d'armes, de cette proche collaboratrice d'Alassane Ouattara, son passage à la tête du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité par l'action d'Anne Désiré Ouloto. Beaucoup d'Ivoiriens ont découvert Abidjan sous un nouveau jour, entre destruction d'ouvrages anarchiques, déguerpissement et nettoyage des dépôts sauvages d'ordures ou encore l'ouverture d'ouvrages de drainage des eaux obstruées par des constructions sur les caniveaux. Depuis le 6 avril dernier, Anne Désiré Ouloto est nommée ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. 7 mois à la tête de ces départements délicats et sensibles. La ministre adepte des changements initie des réformes. Quelles sont-elles? Leur impact sur l'administration ivoirienne, taxée par beaucoup de laxistes et lente. Que fait et compte faire Anne Désiré Ouloto pour plus de transparence dans les concours de la fonction publique? Son parcours politique, ses commentaires de l'actualité sociopolitique, autant de questions que nous soumettrons à la ministre de la fonction publique et de l'administration, de la modernisation de l'administration. Anne Désiré Ouloto, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'intérêt que vous accordez aux activités du gouvernement. Tout à fait. Alors, avant d'échanger avec vous, je vous propose, avouez à nos téléspectateurs, de suivre ce portrait. Anne Désiré Ouloto occupe ce soir le plateau de Sans Réserve. Née en avril 1966 à Abidjan, dans la capitale économique ivoirienne, l'actuelle ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration a été enseignante dans une école catholique, ensuite assistante administrative à l'ANARE, avant d'embrasser une riche carrière politique. Mais elle fait d'abord ses armes dans la lutte syndicale dès le collège, en tant que présidente du MEESI, Mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, au Collège moderne de jeunes filles à Bouaké. En 1994, à la création du RDR, Rassemblement des Républicains, elle est séduite par les idéaux portés par ce parti. Elle s'y engage et occupe plusieurs responsabilités, dont le poste de secrétaire national à la solidarité. Avec l'avènement du chef de l'État, Alassane Ouattara au pouvoir, elle occupe le portefeuille de ministre de la Salubrité urbaine. Ses actions dans ce département avaient donné à nos villes une fière allure et un regain de beauté. L'opération Pays propre a été un franc succès et a fait déjà des émules. Les démolitions des baraques et commerces anarchiques sur le domaine public lui ont valu son surnom de Maman Bulldozer. Anne Désiré Ouloto va également occuper le portefeuille de la solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant, ministre de la Salubrité urbaine et de l'Assainissement, ministre de la Salubrité de l'Environnement et du Développement durable, porte-parole adjointe du gouvernement. Depuis le mois d'avril 2021, elle est à la tête du ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. À ce poste, elle a promis de rendre plus crédibles les concours de la fonction publique avec en prime la promotion de l'excellence. Elle est également la présidente du Conseil régional du Cavali dans l'Ouest ivoirien. L'avis de son parti, ses actions dans le cadre de la réforme administrative seront abordées dans ce numéro de Sans Réserve. Anne Désiré Ouloto, vous êtes à présent ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Avant ces fonctions, vous occupiez la tête du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. C'est un poste qui vous manque aujourd'hui? Oh, vous savez, le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration est tout aussi passionnant que prenant que le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. C'est vrai, j'y ai tissé de très bonnes relations, mes anciens collaborateurs et tous les partenaires du secteur. Cet esprit, ce contact permanent avec le terrain, mais j'ai aussi le même schéma avec la fonction publique et la modernisation de l'administration. Sauf qu'ici, avec la fonction publique et l'administration, il n'y a plus de descente sur le terrain. En basket, on vous a vu arriver souvent en basket, en jean, sur des terrains pour exiger que des constructions anarchiques soient démolies. Ça peut vous manquer peut-être. Oh, mais je retrouve cela, vous savez, dans ma région. Hein. Je suis également présidente de région. Bien sûr, on va en parler tout à l'heure dans cette émission. Vous êtes l'une des seules, sinon la seule femme présidente de région de la Côte d'Ivoire. Alors, vous annoncez plusieurs réformes. Vous arrivez au ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Vous annoncez plusieurs réformes. Quelles sont ces réformes? Qu'est-ce que vous voulez changer encore?
Écoutez, je veux entrer dans la vision du président de la République, qui a positionné aujourd'hui la Côte d'Ivoire comme pays émergent. Et l'administration publique est le fer de lance du développement, il ne faut pas l'oublier. Ce qui exige du ministre de la fonction publique un engagement pour faire en sorte que cette administration soit performante et que nous ayons, dans le même temps, des ressources humaines bien formées, bien recrutées, bien encadrées dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, de leur carrière de fonctionnaire. Tout cela permettra donc à l'administration d'être compétitive. À côté de cela, vous l'avez dit tout à l'heure dans votre introduction, la fonction publique a également ses petits bobos. J'aime bien appeler les petits bobos. Ça existe partout. Comment faire pour redorer l'image de cette maison vitrine de notre administration publique? Comment faire pour repositionner le fonctionnaire comme agent de développement? Je vous prends au mot. Comment faire pour faire en sorte que les agents de la fonction publique ne soient plus perçus par les usagers, par les citoyens, comme étant des gens qui ne viennent pas au travail à l'heure, par exemple, ou qui ne sont pas à leur poste entre midi et 2, qui vont au village le jeudi, qui ne travaillent pas le vendredi. Ils ne sont pas les seuls à aller au village le jeudi, attention. Hein. Enfin, c'est des clichés que moi je vous remonte parce que vous êtes il y a partout des brebis galeuses. Quelqu'un l'a dit. Et on le répète, on le sait. Est-ce que vous avez des réformes pour changer ces habitudes? On va changer ces habitudes. Comment vous y arriverez? Elles sont en train de changer. D'abord, il faut entrer dans la vision du président. C'est le préalable. Et avec nos collaborateurs, nous sommes d'accord pour dire, avec tous les agents du ministère, nous sommes d'accord pour dire que ce n'est pas acceptable que les fonctionnaires de Côte d'Ivoire soient taxés de paresseux, soient taxés de personnes qui ne viennent pas au travail, soient taxés de corrompus. Donc voici les quelques plaies de cette administration-là. Et nous voulons regarder en face nos problèmes. Vous avez commencé à les attaquer, ces problèmes? On les attaque. On les attaque, attaquer. Bon, c'est vous qui utilisez le mot. Oui, les adresser, je veux dire. On s'y attache de façon très responsable. Le premier exercice a consisté à reconnaître qu'il y a des problèmes. Nous sommes tous d'accord pour dire qu'il y a des problèmes. Le second exercice est de nous accorder sur la marche à avoir, la démarche. Et donc, nous avons adopté une charte d'éthique et de déontologie, comme pour revenir à nos fondamentaux, pour dire que la fonction publique, l'exercice donc des métiers dans la fonction publique a ses règles. La responsabilité, l'équité, d'accord, la qualité du service public, l'accueil, la bonne gestion du service public, tout cela nous a emmené, par exemple, dans le cadre de l'organisation des concours administratifs, à revoir notre mode de fonctionnement pour cette session. Mais il n'en demeure pas moins que nous estimons qu'à la fin de cette session, dès janvier 2022, nous nous asserrons avec tous les acteurs en charge de l'organisation des concours pour l'amélioration totale de notre système d'organisation des concours administratifs, mais surtout de notre mode de recrutement des fonctionnaires et agents de l'État. Alors, quelles sont ces réformes que nous avons entreprises dans le cadre des concours administratifs? D'abord, je vous l'ai dit, tous les acteurs se sont engagés à travers la charte d'éthique. Tous les acteurs. La deuxième innovation, c'est que nous avons estimé qu'il nous fallait bâtir un triptyque qui nous permettrait de nous réconcilier un peu avec l'opinion. À tort ou à raison, beaucoup d'accusations ont été portées donc, sur la transparence, l'équité dans les services, dans l'organisation des concours. Donc, cette année, nous avons donc un triptyque, transparence, célérité, équité. Alors, avant d'aller un peu plus loin, vous le savez, vous venez de le dire à demi-mot, pour l'ensemble des Ivoiriens aujourd'hui, pour avoir un concours de la fonction publique, il faut soit, je prête l'expression de la rue, avoir un bras long, avoir quelqu'un haut placé au gouvernement ou dans une administration, ou encore il faut sortir de l'argent. Est-ce que vous arriverez avec ces réformes que vous êtes en train d'énumérer, d'égrener, à changer ces choses? Sortir de l'argent pour qui?
pour un réseau qui permettrait d'avoir un concours. Bon, un réseau qui aurait ses ramifications jusqu'au sein de l'administration publique. Moi, je considère qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Dès lors que j'entends ces accusations... Ça veut dire que la pratique existe? Elle peut exister. Je n'en ai pas la preuve. Mais j'ai une lourde responsabilité. Celle de faire en sorte que ces bras longs dont vous parlez soient coupés. Celle de faire en sorte que cet argent qui est payé ne soit plus payé. Et que les candidats et leurs familles soient informés qu'ils n'ont pas besoin de payer. S'ils vont payer à des vendeurs d'illusions, ben c'est leur responsabilité qui sera engagée. Moi, je leur dis de ne pas payer. Donc, qu'ils fassent confiance au ministre de la fonction publique que je suis et à l'administration. Donc, cette année, pour les concours qui ont commencé donc, à se dérouler, les résultats sont progressivement proclamés. Ben, je vous assure que j'entends de moins en moins de bras d'histoire des bras longs. J'entends de moins en moins qu'on a payé. Parce qu'un mode opératoire a été mis en place dans la transparence, dans l'équité. Les acteurs internes ont été responsabilisés et travaillent justement à l'amélioration de l'image de notre maison. Aujourd'hui, je peux vous assurer que les choses se déroulent bien. Maintenant, si des personnes se laissent encore avoir de chez elles, ce sera tant pis pour elles. Mais croyez-moi, personne ne paiera pour entrer à la fonction publique. Personne ne peut plus payer pour entrer à la fonction publique. Dans l'opérationnalisation, je tiens aussi à le dire, vous savez, il y a un adage qui dit que le poisson pourrit par la tête. C'est cela. Donc c'est peut-être parce que la tête, c'est seulement quand la tête est pourrie que le reste du poisson pourrit. Ben moi, je n'accepterai jamais qu'on vienne me donner l'argent de X ou de Y pour dire qu'il faut que mon enfant entre à la fonction. Ce serait d'ailleurs une insulte pour moi. Personne ne peut me regarder et venir poser ce problème. Il y en a qui l'ont fait par ailleurs et qui en ont pris à leurs dépens. Alors je veux dire aux Ivoiriens, Ali, que ça, si c'était vrai, alors c'est du passé. Aujourd'hui, aucun enfant, aucun Ivoirien ne doit payer pour entrer à la fonction publique. Les bras longs, je ne sais pas. En tout cas, tous ceux qui ont la hauteur de mes bras doivent comprendre également en interne que nous sommes à la fonction publique pour tous les Ivoiriens. Et le statut général de la fonction publique le dit. L'accès à la fonction publique est réservé à tous les Ivoiriens. Comment les départager dans le cadre de cette compétition qui est le concours? C'est en recrutant tout simplement les meilleurs. Quand on parle de laxisme dans une administration, d'incompétence dans une administration, eh bien, cela part du recrutement des agents dans cette administration-là. Et moi, je ne veux plus d'une administration laxiste. Je veux d'une administration compétitive. Je veux d'une administration dynamique. Alors, je mettrai un point d'honneur dans la qualité des agents qui entreront à la fonction publique. Alors, dans l'opérationnalisation des concours cette année, vous avez intégré des innovations, des fiches de composition personnalisées. Absolument. Et des codes-barres sur ces fiches. Est-ce que ça va porter ses fruits? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de contourner ces mesures que vous avez prises notamment? Ça aide énormément. Le correcteur n'a pas besoin de savoir à qui appartient la copie qui corrige. D'où l'intérêt de ces fiches personnalisées. Lorsque le candidat a fini de remplir les formalités, etc., eh bien, la partie donc, qui porte les le en-têtes. nom, les en-têtes, est automatiquement détachée. Le candidat finit de composer, et ça se fait devant les candidats, donc c'est transparent. Ils finissent de composer, le correcteur découvre une copie... Sans identité. Sans identité. Il y a juste le code barre. Il n'a aucun élément pour avoir accès à ce code barre-là. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il copie, il corrige simplement sa copie. En se disant, bon, c'est la copie d'un citoyen. C'est à la fin du processus que les équipes, donc sur la base de la technique, n'est-ce pas, de notre système. Que vous n'entendez pas dévoiler ici, évidemment, j'imagine. Non, mais
On l'a vu de toutes les façons parce que j'ai été à ce stade-là, les Ivoiriens l'ont vu à travers les médias. C'est cela. Et donc, c'est en ce moment-là simplement que, à partir donc de ce code barre, avec l'ordinateur, l'appareil disponible, qu'on peut donc enregistrer les notes des différents candidats et établir ainsi, si vous voulez, le registre avec toutes les notes. Et c'est sur la base de ce registre, avec toutes les notes, que le jury délibérera. Mais ce qui est intéressant à lire dans ce processus, Dites-nous. c'est que par le passé, après les délibérations du jury, eh bien, les résultats étaient proclamés en 3 et 5 mois quelquefois. D'accord? C'est cela. Aujourd'hui, lorsque le jury délibère, à la fin des délibérations, ils mettent immédiatement en ligne les résultats. Donc, en tant que ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, présidente de tout le comité d'organisation, je n'ai même pas accès à ce fichier. Le président du jury sait qu'il n'a pas besoin de venir me remettre le fichier pour mettre les résultats en ligne. Et donc, dans la même journée, il commence le matin, quelle que soit l'heure à laquelle il termine, que ce soit minuit, 1h du matin, à 2h du matin, dans les secondes qui suivent, ils mettent en ligne. Très bien. Et nous avons une entreprise donc chargée de tout ce système d'informatisation et de digitalisation de notre opération. Et cette entreprise, aujourd'hui, est aussi responsable que le président du jury dans la mise en ligne des résultats. Par le passé, l'entreprise, après avoir traité donc, au plan informatique tous ces résultats, remettait la clé et les éléments à la direction des concours pour publication. C'est cela. J'ai estimé que c'était un processus inutile et qui, malheureusement, renforçait, si vous voulez, la suspicion. Pour qu'il n'y ait plus de suspicion, Le partenaire technique peut mettre en ligne directement? Il ne le met pas seul, il le met avec le président du jury. Leur responsabilité est engagée et partagée. Leur responsabilité est engagée et partagée. Puisqu'il a participé à tout le processus, il n'y a aucune raison qu'à un moment donné, on l'écarte. Bien sûr. Donc il est présent et la mise en ligne se fait. C'est cela. Alors tout à l'heure... Immédiatement, on n'attend plus. Très bien. 1 jour, 2 jours, 3 jours. C'est une avancée, évidemment. Alors, tout à l'heure, vous évoquiez le statut de la fonction publique qui indique que tous les Ivoiriens doivent avoir la même égalité face au concours. Mais il y a un facteur que beaucoup de jeunes estiment être un facteur qui ne leur rend pas service. Ce sont les frais de concours. Pour faire des concours, il faut débourser de l'argent. Madame la ministre, comment vous comptez régler ce problème? Alors, il y a des options à prendre. Et là, je pense que le gouvernement a la sagesse de permettre que tout citoyen qui veut se présenter à un concours ait la possibilité de se présenter à ce concours. J'ai par exemple, au titre de cette année, environ 12 500 postes budgétaires. Je n'ai pas le chiffre exact, mais dans la fourchette. Je peux ouvrir des concours peut-être pour 15 000 candidats ou pour 20 000 candidats. C'est une option. Mais je ne le fais pas. J'ouvre les concours pour tous les citoyens, pour donner la chance à tout le monde. Et je l'ai dit il n'y a pas longtemps à des candidats, il faut saisir les opportunités qui vous sont mises à disposition. Mais l'organisation des concours exige un budget, un financement. Certains se disent, mais l'État peut supporter ce financement. Pourquoi aller chercher dans la poche des citoyens qui se cherchent déjà eux-mêmes? Parce qu'en tout, il faut une contribution. Vous savez que même aujourd'hui, quand on donne des opportunités d'emploi à des jeunes, la création d'activités génératrices de revenus, on vous demande toujours votre apport. C'est un engagement à respecter ce processus-là, à le faire avec le plus grand sérieux, avec la plus grande détermination. Je pense que ça a un coût. Ça a un coût.
Mais ce qui est important, c'est que ces coûts, cette contribution demandée à nos concitoyens, pour ma part, il y a des efforts qui ont été faits par le gouvernement pour réduire et pour minimiser donc l'apport du candidat. C'est la raison pour laquelle, par exemple, cette année, les cours sont mis en ligne et sont gratuits. Les cours sont totalement gratuits. Aucun candidat ne paie pour les cours en ligne. Nous avons supprimé, c'est vrai, les cours en présentiel. L'objectif pour nous était donc de supprimer la proximité entre les acteurs de l'organisation des concours et les candidats. Vous savez, on cherche toujours la facilité. Mais en même temps qu'on se plaint, c'est quand même paradoxal, qu'en payant 23 000 francs, on paie beaucoup, mais en même temps, il y a des parents qui vous disent, nous on a payé 1 500 000 francs, 2 millions, voire 5 millions pour que l'enfant soit admis à un concours. Donc ils sont prêts à mettre le prix qu'il faut. Et nous leur disons, payez simplement vos droits d'inscription avec les frais que cela peut générer, des frais supplémentaires que cela peut générer pour le gouvernement. Et puis, tenez-vous-en à cela uniquement. Ne payez plus rien à qui que ce soit. La deuxième chose que je recommande aux candidats, c'est de bien se former. Le constat est que les niveaux vont décroissant, sont en baisse. J'ai vu... Le niveau des souscripteurs au concours. Le niveau des candidats. Des candidats. C'est cela. Ceux qui vont aux compositions et qui répondent aux questions. Malheureusement, on n'en parle pas beaucoup. C'est la raison pour laquelle nous avons convenu cette année de mettre également en ligne sur la page fonctionnaire les résultats, les notes. Les candidats ont leurs notes. Et croyez-moi, ces copies ont été très bien corrigées. Bien souvent, quand on m'envoie des messages, Madame le ministre, j'appelle. Je dis, envoyez-moi votre relevé. On ne me rappelle plus. On ne peut pas entrer à la fonction publique avec des moyennes de 2, 3, 4, 5, 6, 7. Même avec 8 de moyenne, on ne doit pas rentrer dans l'administration publique. Donc, il faut que les candidats prennent cet exercice avec beaucoup de sérieux. C'est une compétition très sérieuse. Regardez, tous les compétiteurs sportifs, ils prennent des mois, voire des années pour se préparer. Demandez à notre jeune sœur, Ruth Gbagui, demandez à Muriel Aouré, demandez à tous ces grands acteurs du sport, Sportif. à tous ces sportifs. Mais ils se préparent. Une préparation à un concours, à une compétition, mais elle est dynamique, elle est contraignante. Je ne vois pas ça autour de moi. On pense que c'est facile. Ce n'est pas facile parce qu'ils sont des milliers à vouloir juste quelques postes. Et alors, il faut être le meilleur. Il y a combien de postes d'ailleurs? Il y a combien de fonctionnaires en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons autour de 252 000 fonctionnaires à la date du 31 octobre. Autour de 250 000 fonctionnaires. Alors, pour une population estimée à un peu plus de 22 millions d'Ivoiriens, la fonction publique n'est clairement pas la solution à la résorption du chômage. La fonction publique a pour mission de porter les actions du gouvernement, les activités du gouvernement. La fonction publique a ses contraintes, elle a ses exigences. Et donc, ce n'est pas par la fonction publique qu'on réduit le chômage dans un pays. Le Premier ministre l'a dit. C'est avec le secteur privé. Mais pour que nous ayons un secteur privé dynamique, il faut que l'administration soit performante. Il faut que l'administration soit performante. Et dans cette administration, nous devons avoir les meilleurs. Parce que c'est dans cette administration qu'on bâtit tout ce qui est plan national de développement. Tous les programmes, toutes les politiques, toutes les stratégies, dans tous les secteurs, éducation, formation, santé, administration générale, pour parler seulement donc des agents civils de l'État. C'est dans l'administration que tout est bâti. C'est cette administration qui attire le secteur privé. D'où la nécessité d'avoir des meilleurs à la fonction publique.
Anne-Désirée Oloto, il y a une question qui a fait grand bruit ces derniers temps, c'est le recrutement de 3000 docteurs qui se sont réunis au plateau autour des tours administratifs pour réclamer leur intégration dans la fonction publique. En tant que premier responsable de ce département, comment vous réagissez? Je les ai reçus. Je les ai reçus pour comprendre dans la mesure où... Vous avez compris? Le gouvernement a son mode de fonctionnement. J'ai compris que la fonction publique, aujourd'hui, offre de bonnes opportunités en termes de niveau de salaire, etc., qui a été révalorisé avec les réformes entreprises par le président de la République, les décisions fortes à l'endroit, donc dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des fonctionnaires de l'État de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les docteurs aiment venir à la fonction publique. Il y a toujours eu une commission nationale de recrutement au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour cette catégorie donc, de fonctionnaires et d'agents de l'État. Vous avez des solutions pour eux? Le processus a toujours existé. Vous l'avez dit vous-même, la fonction publique ne peut pas recruter tous les diplômés de Côte d'Ivoire. Donc tous ces 3000 docteurs ne peuvent pas être recrutés dans la fonction publique? Ils seront recrutés selon le mode opératoire mis en place par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et selon les besoins exprimés par les différentes universités. Nous avons indiqué également à nos docteurs, n'est-ce pas, que la fonction publique est en train aujourd'hui de procéder à une réflexion profonde sur le relèvement du niveau de ces fonctionnaires pour compétences. Le problème, c'est que dans la fonction publique, la fonction ou les emplois, je devrais dire, sont fonction du diplôme. Donc, j'ai quelquefois des besoins exprimés qui ne correspondent pas à leur diplôme, à leur niveau d'études. Et donc, en tant que docteur, je les ai invités à être une force de proposition pour le gouvernement. Ce sont des docteurs, ils ont un niveau donc, de connaissance et d'instruction. Et je les ai invités d'abord à faire confiance à leur ministre de tutelle, à se rapprocher donc, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, mais également à constituer une force de proposition pour le gouvernement qui pourrait, pourquoi pas, analyser leurs propres propositions. Il faut que cela soit dynamique. Absolument. Voilà. Et je les ai également invités à être de bons citoyens. Ils l'ont compris. Très bien. Ils l'ont compris. Il y a aujourd'hui, je pense, une accalmie. Il faut tout simplement espérer que cela continue et que progressivement, donc, on puisse trouver des solutions pour ceux qui veulent apporter leur contribution Bien sûr. Au développement de notre pays. Anne-Désirée Oloto, dans la première partie de cette émission, nous avons parlé de vos fonctions de ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. À présent, on va parler politique. Dans cette émission, on parle aussi politique. Alors, vous êtes une figure importante au sein du Rassemblement des eaux-fautistes pour la démocratie et la paix, le RHDP. Merci pour le compliment. Vous êtes une femme qui est une collaboratrice très proche du président Ouattara. Comment d'ailleurs vous avez rencontré le président Ouattara? Comment vous êtes devenue si proche au fil des années? Ben, écoutez, c'est toujours à l'occasion d'une situation de famille ou d'événements nationaux, mais c'était dans un cadre purement familial que j'ai eu cette belle opportunité de rencontrer le président Ouattara et son épouse, Madame Dominique Ouattara. Cela remonte aux années 94, il me semble. Et bien voilà. Et depuis, on ne s'est plus jamais séparés. On ne s'est plus jamais séparés parce que j'ai vu la vision de l'homme, j'ai vu son mode de vie, j'ai vu ce qu'il pouvait représenter pour cette jeune que j'étais à cette époque-là et qui rêvait... Il a changé votre vie? Il a changé ma vie, totalement. Il a changé ma vie. Il m'a permis de faire des choix déterminants pour mon pays et pour ma vie, pour ma famille également. Je suis très heureuse et très satisfaite d'avoir rencontré l'homme, Alassane Ouattara et son épouse, et d'avoir cru en lui. Vous êtes l'un des visages féminins les plus importants au sein du RHDP. Est-ce qu'on entendra ou on verra un jour les femmes occuper les premiers rôles, jouer les premiers rôles au sein du parti? Mais les femmes jouent des premiers rôles au sein du parti. Prendre la tête du parti, par exemple? Ce n'est pas une ambition, je pense, pour un militant. Le militant d'un parti politique est celui qui cherche de sa position à apporter le meilleur à son parti politique. Et après, c'est une question de leadership. Ça ne se commande pas. Voilà. Moi, j'aime bien être comme je suis, coordonnateur régional du RHDP dans ma région, député de ma région sous la bannière du RHDP, président de région sous la bannière du RHDP, et je veux exceller dans ce que je fais
pour donner plus de force et plus de poids à mon parti. Si c'est vous ça, devriez- le bon militant. Si vous devriez faire une analyse aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots? Comment se porte le parti? Le parti se porte très bien. À preuve, la Côte d'Ivoire avance. Si le RHDP se portait mal, le pays n'aurait pas avancé. Mais il y a aussi des bruits de restructuration qu'on entend ça et là. Il n'y a pas de risque de division au sein du parti? Moi, je n'ai pas entendu de bruit de restructuration. J'ai plutôt entendu une décision de restructuration, une décision de renforcement du parti. Où est-ce qu'on Une va avec cette décision de décision? prise en main du parti par le président du parti, ce qui est tout à fait légitime. Maintenant, dans toutes les familles, il y a des enfants qui sont plus bruyants que d'autres, qui veulent donner de la voix pour se faire entendre. Cela procède de pensez à la qui? dynamique. Je ne pense à personne. Je pense à tous mes militants, tous nos militants, tous ces militants du RHDP qui veulent se battre tous pour se maintenir au pouvoir, qui voient déjà 2025 et qui se disent les défis sont importants. Il faut que le RHDP gagne en 2025. Chacun y va de son commentaire, mais tous nous nous retrouvons sur, si vous voulez, ce même et unique objectif, gagner à nouveau en 2025. Historiquement, l'ouest de la Côte d'Ivoire n'était pas un bastion acquis au RHDP. Aujourd'hui, les choses semblent avoir changé. Vous y êtes pour beaucoup. Vous le considérez comme tel? Je suis pour beaucoup. Bon, écoutez, je crois que je porte la politique du président Ouattara dans une région, avec des hommes et des femmes qui constituent donc une équipe dans notre région. Et c'est avec cette équipe-là que nous avons fait bouger les lignes. Nous l'avons fait bouger pas avec nos discours, mais avec des actions concrètes, avec des actes, avec notre approche de proximité, de solidarité, avec notre approche qui met l'homme au cœur de la politique. Et aujourd'hui, ce que les populations attendent, c'est le développement, c'est la paix. Ce que les populations veulent, c'est faire des projets de vie pour leurs enfants, pour les femmes, pour les jeunes, pour les familles. Et le RHDP est à ce rendez-vous-là, en apportant des réponses chaque jour à la vie des populations. Pourquoi ne voulez-vous pas que les lignes bougent positivement, favorablement, en faveur de la paix, du développement, mais en faveur également du RHDP, puisque le RHDP a apporté à cette région beaucoup en moins de 10 ans. Les lignes ont bougé. Les jeunes qui hier étaient des ex-combattants, étiquetés, sont aujourd'hui des ambassadeurs de la paix. Les femmes aujourd'hui dans la région sont regroupées en groupements coopératifs. Elles font des activités génératrices de revenus. Et elles contribuent fortement à l'équilibre de leur famille et à la dynamique sociale de la région. Pourquoi ne voulez-vous pas que les chefs traditionnels se sentent valorisés parce qu'ils ont une chambre? Parce qu'ils sont au cœur de toutes les initiatives que nous prenons en qualité de président de région. Dans cette région, les avis sont partagés sur ce que certains observateurs ont appelé le génocide Oué. Quelle est votre position, vous qui êtes fille de la région? Je considère que c'est un sujet qui est difficile parce que trop politisé. Et je ne veux pas m'engager dans cette voie parce qu'il s'agit de vies humaines. Si un seul Oué est mort en Côte d'Ivoire à l'occasion de toutes les crises que nous avons connues, alors c'est grave. Or, en Côte d'Ivoire, en 2010, nous avons eu plus de 3000 morts, y compris à l'Ouest. Oui, l'Ouest continue de payer, l'Ouest continue de pleurer ces morts. Et toutes les familles à l'Ouest en ont souffert. Dans ma seule famille, dans mon village, le chef de village et 17 de ses notables ont été tués sauvagement en 2002. Cela ne s'efface pas du revers de la main. Ce n'est pas avec des grandes théories qu'on apaise les cœurs de nos concitoyens. Justement, est-ce que vous avez l'impression que les cœurs sont apaisés après toutes les tragédies qui se sont produites ces dernières années? Les cœurs sont progressivement apaisés. Malheureusement, dès lors que vous voulez politiser ce sujet, alors vous remuez régulièrement le couteau dans la plaie. Je plaide pour qu'on laisse la justice faire ce qu'elle a à faire et que nous, filles et fils Oué, des régions du Cavali et du Guémon, nous travaillons
à panser les plaies. Nous travaillons à la réconciliation. Nous travaillons à l'union autour de nos parents. C'est à ce rendez-vous qu'ils nous attendent. Pour le reste, laissons la justice faire son travail. Si vous devriez faire le bilan de votre action à la tête du conseil régional du Cavally ces dernières années, ce serait quoi en 2 phrases? Ce serait ce que pensent les populations. Le bilan est fortement positif. Fortement positif. Ils vous le disent? Ils le disent. Ils en sont fiers. Ils en sont fiers. Et je leur dis, c'est vrai, le bilan est positif, mais il reste encore beaucoup à faire. Nous en sommes loin, très loin du compte. Il nous faut rester solidaires, unis, forts, regarder dans la même direction et tenir compte, saisir cette opportunité que nous avons d'avoir un visionnaire à la tête de la Côte d'Ivoire, de faire en sorte que notre région soit bénéficiaire de toutes les opportunités de paix et de développement. Anne-Désirée Oloto, vous allez à présent répondre aux questions de nos internautes. Ce sera juste après ceci. Alors, la première question nous vient de Jean Jaurès qui dit « Quels sont les problèmes spécifiques de Guiglo, tout le pleu bloléquin et Taï? Que voulez-vous que ces populations retiennent de vous ?» Les problèmes que nous connaissons à Guiglo, c'est la voirie dans la ville de Guiglo, c'est le problème de l'eau, c'est la construction d'un nouveau pont sur le fleuve Unzo, c'est également l'hôpital général, l'amélioration du plateau technique, l'agrandissement de notre hôpital général et des structures scolaires qui soient capables de faire des innovations pour nos enfants. Alors, les solutions, on les connaît déjà puisqu'elles sont en route. La construction du nouveau pont sur l'Onzo est en route et je voudrais remercier le gouvernement pour ces grands projets. Les travaux ont commencé? Les travaux ont commencé. La voirie également, 10 km de bitume à l'intérieur de la ville de Guiglo, c'est en cours. L'eau potable, nous bénéficions donc d'une unité d'eau potable, ainsi que de canalisation d'extension d'eau à tous les quartiers qui ne recevaient pas d'eau potable. Le ministre Tchagba était à Guiglo il y a environ 4 mois. Ce projet est en route, il avance bien. L'hôpital général de Tout-le-Pleu de Guiglo connaît une extension. L'hôpital général de Guiglo connaît une extension. Le plateau technique sera forcément accompagné, amélioré. Les établissements scolaires également sont renforcés de jour en jour et le conseil régional s'apprête dans les jours à venir à offrir du matériel informatique à nos collèges et lycées ainsi que des tables bancs pour améliorer les conditions de travail de nos enfants. Très bien. La prochaine question, elle nous vient cette fois-ci de Amani qui dit « Qu'est-ce qui explique que votre région soit à chaque scrutin politique le théâtre de violence ?» Cela s'est fait par le passé. En 2020, nous n'avons pas été le théâtre de violence. Très bien. Les choses ont très bien évolué. Nous n'avons que des ambassadeurs de la paix et les populations sont jalouses de la paix. Elles veulent maintenir cette paix-là, quels que soient donc les enjeux. D'accord. La prochaine question, cette fois-ci, elle vient de Souleymane Diarra-Souba qui dit « Assumez-vous le sobriquet de Maman Bulldozer ?» C'est vrai qu'on a entendu beaucoup d'Ivoiriens vous donner ce sobriquet. Moi, j'ai plutôt lu quelque part, vous préférez le sobriquet de Maman Propreté, à l'époque. C'est cela? Écoutez, moi, je considère que j'ai un travail à faire, je le fais. Tout à fait. Si ça fait plaisir aux Ivoiriens de m'appeler Maman Bulldozer, c'est tant mieux. Alors, ça veut dire qu'ils ont bien compris que les bulldozers ont servi à quelque chose. Si c'est Maman Propreté, ils ont compris également que la propreté, c'est la vie. Et je pense que chacun des Ivoiriens donc, devrait s'appeler tonton, tanti propreté, papa propreté, papa bulldozer, pourquoi pas, pendant qu'on y est. Très bien. Alors, la prochaine question. Que faites-vous pour les jeunes du Cavally? Sébastien Goué. Pour les jeunes du Cavally, écoutez, nous cherchons des opportunités. Et avec le ministre de la promotion de la jeunesse, il y a donc tous les programmes et tous les projets développés au niveau national le sont également pour le Cavally. Le ministre y a déjà été à 2 reprises. Il y sera encore une fois avant la fin de l'année, tout simplement pour dire que notre jeunesse est prise en main. La priorité des priorités, c'était de faire en sorte que la jeunesse tourne le dos à la violence. Nous avons atteint cet objectif. Et je voulais saisir cette opportunité pour rendre hommage à tous ceux qui étaient à l'époque des ex-combattants, qui avaient pris des armes, qui avaient constitué des groupes d'autodéfense,
des milices, mais qui sont aujourd'hui ambassadeurs de la paix et qui veulent que leur vie change. Leur vie change progressivement, parce que progressivement, ces jeunes ont des opportunités de création de petites entreprises, etc. Nous voulons améliorer, accélérer, de telle sorte qu'à 2025, les résultats soient meilleurs. Très bien. La dernière question d'internaute nous vient de Isabelle qui dit « Vous faites bouger les choses à la fonction publique, Madame la Ministre, par votre rigueur, c'est un bon point. Dites-nous à quand le règlement de la question de nos primes en tant que fonctionnaire ?» Oui, c'est vrai, à la fonction publique, on a déjà des primes, on veut revaloriser ces primes, mais je voudrais rappeler aussi que dans d'autres administrations, les primes n'existent pas. C'est 2 poids 2 mesures. Ce 2 poids 2 mesures m'embarrasse, moi, en tant que ministre. Qu'est-ce que vous comptez faire? Nous comptons toujours mener la réflexion et faire des propositions. Mais avec les syndicats, avec les fonctionnaires eux-mêmes. Trouver l'approche pour que les fonctionnaires soient fiers d'être fonctionnaires. Madame la ministre Anne Désirée Oloto, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir répondu à toutes nos questions sans réserve? J'ai essayé, je crois, avoir répondu à l'essentiel. Merci infiniment d'être passé sur le plateau de cette émission. On espère vous retrouver dans d'autres circonstances tout aussi heureuses. Merci à vous, chers téléspectateurs et internautes, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Sans Réserve. Rendez-vous jeudi prochain. Merci, Ali. Merci beaucoup.